Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Ça faisait un petit moment qu'on vous avait pas donné de nouvelles. Alors sachez que c'était pour la bonne cause parce qu'on était en train d'apporter les dernières touches au nouveau MOOC Rivers qui est sur le point de sortir, un MOOC spécial puisque c'est un numéro spécial Bad Boys. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir la couverture ou de découvrir le sommaire, on vous invite à aller sur Basket Session. Vous trouverez toutes les informations concernant voilà, ce qu'on vous a préparé et également trouverez les liens adéquats pour pouvoir le commander. En tout cas, on est ravis de vous retrouver pour cette nouvelle saison de podcast. On ne va pas vous lâcher. Et comme toujours, voilà, j'ai oublié de me présenter, mais je suis Théophile Messer, l'un des rédacteurs en chef de l'équipe Rivers Basket Session. Et je suis rejoint, comme d'habitude, par mes deux acolytes, Shai Mamou, le Bronx Bomber du 95, et Antoine fucking Pimel, le gangster of love du Sud. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle saison de podcast. Voilà, chaque semaine, le mardi, voilà, ça sera le rendez-vous qu'on vous donnera pour discuter un petit peu de l'actualité basket au sens large. Et pour ce premier numéro, on avait comme idée au bout d'un mois depuis le début de la saison NBA, de faire un petit bilan sur les surprises, les déceptions de l'année, et essayer de voir si ces bonnes nouvelles ou ces mauvaises nouvelles ont des chances de se maintenir sur la durée et peuvent donner des informations sur ce que la saison nous apportera cette année. Première chose, comment ça va les gars? Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu l'occasion de discuter en live. Ça fait plaisir de vous retrouver dans ces conditions. Eh ben, nickel, tout va bien. Ça fait plaisir aussi de reprendre les podcasts avec la saison qui démarre, c'est cool. Moi, ça allait jusqu'au moment où tu m'as présenté comme un mec du Sud. Là, à partir de là, j'ai décroché. Mais J'avoue, bon, mais j'ai pas précisé de quel sud, hein. Dans mon cœur, c'est toujours ouais, le Sud sud de de la l'île de banlieue France. parisienne, mais Voilà, ça me va. voilà. C'est mieux quand même. Mais sinon, ça Alors, va. bon, pour lancer le sujet tout de suite, voilà, en gros, on a isolé quatre équipes qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, nous ont surpris sur ce début d'année. Et à tout seigneur, tout honneur, on va commencer avec la meilleure équipe de la saison jusqu'à présent, les Golden State Warriors en pleine bourre, un bilan de 9 victoires pour une seule défaite. En premier, ils sont classés premiers de tout un tas de classements, que ce soit le nombre de points inscrits, le différentiel au score ou les passes décisives. On s'attendait à ce que les Warriors soient bons parce qu'ils avaient plutôt bien fini la saison dernière, mais peut-être pas forcément à ce qu'ils soient aussi forts, aussi bons dès ce début d'exercice. Quel est votre sentiment, Shai et Antoine, après voilà, presque un mois maintenant qu'on les voit jouer? Comment vous sentez cette équipe? Alors, Shai, il avait senti plus ou moins, parce qu'il a mis les Warriors en finale NBA, il a mis Stephen Curry MVP, et ça part bien. Mais j'avoue que, un peu comme tu as dit, moi, je m'attendais à ce qu'il soit bon, mais clairement pas aussi bon. Je trouve que c'est même surprenant, en fait, à quel point ils sont forts. Parce que c'est pas juste que ça joue bien au basket, il y a 3 points en fait, si tu veux, selon moi. Il y a déjà le système, il est parfaitement maîtrisé, et mine de rien, c'est plus tout à fait le même système que celui avec Kevin Durant. Forcément, il y a eu quand même un changement d'effectif, donc malgré ça, ils ont un système qui est parfaitement maîtrisé où ça joue très 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 bien au basket. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas un joueur nul. Enfin, il n'y a pas. C'est dur dit comme ça, mais vraiment tout. Il y a vraiment que des bons basketteurs. Tout le monde contribue jusqu'au 10e homme. Gary Payton 2 qui vient, qui amène quelque chose. Otto Porter, Nemanja Bjelica, Damian Lee. Vraiment, tout le monde joue au basket. Jordan Poole, Wiggins. L'effectif est super profond alors qu'il manque du monde. Et il y a des joueurs, et je pense, le troisième point, c'est un joueur comme Draymond Green qui s'est remis à jouer pour le coup. Et je pense qu'il est à nouveau motivé déjà parce que ça joue mieux. Et on le voit même en attaque, en fait. Il est plus agressif, il est plus adroit. Bon, pas forcément de loin, mais il y a vraiment tout un groupe et ils m'ont plus que surpris, ils m'ont impressionné, en fait, les Warriors. Ils jouent comme une équipe, ils jouent comme la meilleure équipe de la ligue, en fait. Et du coup, leur bilan va de pair, quoi. Mais ouais, moi, donc, même si je m'attendais à ce je m'attends à ce qu'ils fassent une bonne saison, c'est pour ça que je les ai mis en finale. Ce qui m'impressionne le plus, et au-delà du fait que j'ai mis Curry MVP comme pas mal de gens, je pense, hein, parce qu'avec sa saison dernière, on pouvait s'attendre à ce qu'il soit dans la même dynamique. Ce qui me surprend, c'est qu'il n'a pas. Là, bon, ça tombe mal, il vient de sortir un match à 50 points, donc ça va aller à Oui, il n'a l'encontre de ce pas que je été vais dire. énorme. Ça va aller à l'encontre de ce que je vais dire, mais je m'attendais à ce que les Warriors aient davantage besoin d'un Curry à 40-50 points fréquemment.
Et au lieu de ça, on voit Jordan Poole qui sort des matchs à 25 points sans forcer. Il est excellent. L'apport de ce que tu disais des joueurs comme Gary Payton, qui est identifié défenseur exclusif et qui arrive et qui claque 15 points, 17 points en jouant hyper propre. Donc oui, c'est ça, c'est que là, tout a l'air de fonctionner. On se dit, il manque encore Klay Thompson qui peut apporter un petit truc. Il n'y a que 10 matchs de jouer, mais pour l'instant, c'est super, quoi. C'est effectivement mieux que ce que les meilleures prévisions, les prévisions les plus optimistes annonçaient. Je partage tout à fait ce que vous dites. Ce qui est impressionnant, finalement, c'est la marge de progression potentielle de cette équipe qui joue déjà très bien au basket. Tu en parlais un petit peu, Antoine, là, sur cette notion d'avoir que des bons basketteurs. Je trouve que c'est vraiment frappant quand on regarde jouer les Warriors, même quand ils rentrent dans les rotations. On sent que tous les joueurs ont compris vraiment la philosophie de jeu des Warriors. Donc, il y a du mouvement, la balle bouge, les joueurs bougent en permanence. Et quasiment à toutes les positions, tous les postes, ils ont des joueurs capables de prendre les bonnes décisions. Et ça fait vraiment la différence en attaque et en défense aussi, parce que là aussi, on retrouve les Warriors de la grande époque peut-être pour l'instant, avec une équipe qui a à l'heure actuelle le meilleur defensive rating de toute la ligue. Et donc, il y a ces deux aspects de défense avec beaucoup de mouvements, on switch, on communique, etc. Et de l'autre côté du terrain, même chose, beaucoup de mouvements de ballon, une belle adresse à 3 points comme on sait toujours. Et Stephen Curry qui effectivement est bien placé pour peut-être prétendre au titre de MVP, même si ses stats sont finalement pas aussi fortes que celles qu'on a pu connaître dans ses meilleurs moments. Mais en fait, tout est un peu lié. Déjà, notamment concernant Curry et la défense, il y a un truc intéressant, c'est de voir que Curry il défend très très fort cette année. Je pense que ceux qui voient encore Curry comme une lacune en défense doivent faire la mise à jour parce que vraiment, dans ce style de défense aujourd'hui moderne où il faut être très vif, où il faut être capable de switcher et avoir le cardio pour constamment courir, en fait, Curry, il est vraiment intéressant. C'est-à-dire il s'arrange pour rester devant son gars. Alors les switches, ça aide, mais il est constamment en train de se battre à travers les écrans, constamment en train de changer, il est actif et il y a vraiment du très bon Curry en défense. Et sinon, juste pour revenir sur le jeu, voilà, le fait d'avoir que des bons joueurs, tu es moins obligé de te reposer sur ta star, le danger il vient de partout. Et ben voilà, tu as un Curry, il y a 3 matchs de suite, je crois, il ne marque pas dans le quatrième quart-temps, ils en gagnent quand même 2 sur 3. Comme, je suis d'accord avec Shai, à part cette nuit, ça tombe mal parce qu'il met 50 points, mais sinon, depuis le début de la saison, il n'est pas affolant en termes d'adresse. On l'a déjà connu plus fort que ça. On peut se dire que lui aussi va s'adapter à la balle, aux règles, etc., et qu'il va être encore plus fort. Et du coup, comme tu l'as dit, il y a une vraie marge de progression qui est très, très intéressante. C'est marrant, ce que tu disais, ça me fait penser que je crois Curry il a déjà réalisé le même nombre de contres sur toute l'année dernière. Alors, c'est pas, la défense, c'est pas que les contres, hein, ce que tu dis est juste sur l'activité, les switches et tout. Mais rien que ça, on le voit faire des contres dans les matchs. Il y a 10 matchs, il a déjà fait autant de contres que l'année dernière, quoi. Et oui, on parlait de son adresse. Effectivement, Curry cette année, donc c'est 27,6 points, 6,6 rebonds, 6,6 passes pour l'instant, avec voilà, une adresse globale aux alentours de 43% et 38% à 3 points. Donc, ok, c'est très bien dans l'absolu, mais Non, c'est mais vrai c'est qu'on l'a. sous ses standards. Voilà, c'est en dessous de ces standards, ce qui en dit long sur le joueur. Et la question, c'est effectivement qu'on se pose tous maintenant, c'est de savoir dans quelle mesure, à quel moment pourra revenir Klay Thompson et dans quel état de forme. Parce que c'est vrai que même dans certains bouts de possession, quand on voit Wiggins qui est obligé de prendre pas mal de tirs à 3 points malgré tout, c'est pas forcément des mauvais tirs, mais on se dit, quand on commence à se dire, avec Klay Thompson, c'est Klay Thompson qui va se mettre à prendre ses tirs de fin de possession potentiellement et plus forcément d'autres joueurs, on commence à se demander vraiment jusqu'où peut aller cette équipe. Et j'ai une autre question que j'ai à vous poser. On attend également le retour de James Wiseman, qui a eu une première saison rookie pour le moins compliquée, avec beaucoup de promesses au départ et puis après beaucoup de difficultés sur la suite. Et quand je vois le jeu là, que les Warriors développent maintenant, je me pose la question de savoir dans quelle mesure James Wiseman arrivera à se fondre dans le moule, parce qu'on a déjà l'impression que l'équipe est très en place dans son fonctionnement. Ouais, il y a quelque chose qui est important de noter. Alors oui, effectivement, il va devoir s'habituer. Rentrer dans une équipe qui marche aussi fort, c'est pas toujours facile. Et ça vaut aussi pour Klay Thompson. D'ailleurs, même tout Klay Thompson qu'il est, ça va pas être une tâche simple.
Mais pour Wiseman, ce que je trouve intéressant, c'est que quand on regarde un peu les à côté de l'équipe, les coulisses, il lui parle constamment, il est toujours au bord du terrain. On voit Curry qui lui parle pendant 5 minutes sur un temps mort en se désintéressant de ce qui se passe à côté. Ils sont ils sont déterminés à ce que ça marche avec lui. En fait, il n'a pas été tradé alors que on a parlé de son trade pendant des semaines et des mois contre potentiellement un gros joueur. Je pense qu'ils ont vraiment envie que ça marche avec lui, que le garçon est motivé, il est intéressant, et ils veulent que ça marche quoi qu'il arrive. Et même si ce ne sera peut-être pas simple et fluide tout de suite, il me semble assez imprégné de la culture des Warriors dont tu parlais tout à l'heure. Après un an, même si ça n'a pas été simple, je pense il a quand même bien compris les bases et je pense que ça va marcher pour lui. Ouais, je suis assez optimiste aussi. Il ne faut pas oublier une chose avec Wiseman, c'est que c'est un jeune qui a joué que 3 matchs à la fac. Donc là, grosso modo, sa première année en NBA, ça aurait été presque une première année de fac, mais 100 fois plus intense. Je pense que là, il va revenir plus fort. Après, pour ce qui est de son utilisation, déjà, je pense qu'en fait, il y aura moins de pression sur le besoin de le faire jouer, dans le sens où si ça marche pas, bah écoute, il y aura des passages à 10 minutes. Et en fait, si les Warriors sont premiers, il y aura plus cette espèce de dilemme de se dire ah, mais attends, en même temps, on doit quand même faire jouer nos jeunes. Genre là, Kuminga, il joue 7 minutes et il se pose pas la question, tu vois. Ça joue bien. Bah, attends, non, on va pas en plus développer. On aura le temps plus tard pour Kuminga. Je pense que Wiseman, si ça marche pas, voilà, il y aura des matchs où il va jouer moins et il y aura moins de pression autour de la part des dirigeants en mode non, il faut le faire jouer. Je pense qu'il va prendre des minutes à Kevin Looney, où c'est dans un style différent, bien sûr, mais s'il a suffisamment appris et grandi en défense sur cette première année, il peut au moins limiter la casse et ouais, prendre quelques minutes à Looney tout en apportant autre chose en attaque. Je me fais pas trop de soucis. Bon, toute cette belle tendance des Warriors, on peut s'attendre à ce que ça dure toute la saison et ils font office désormais de contender affiché, à votre avis? Si Curry n'a pas besoin de marquer 40 points à chaque match, parce qu'en fait, la saison dernière, il s'est un peu épuisé aussi. C'est pour ça que les Warriors ont eu du mal, sont passés par les barrages et tout ça. Il a fait une saison énorme. Il est dans la course au MVP, mais il s'est essoufflé. Et s'il n'a pas besoin toute la saison et qu'il peut, entre guillemets, choisir les moments importants pour cartonner et que l'équipe tourne bien sans qu'il ait besoin de ça, ouais, complètement. Moi, je crois vraiment en cette équipe cette année. Je suis un peu plus limité dans le sens où je pense que le retour de Klay Thompson va à la fois leur faire du bien et à la fois les mettre dans une situation où, comment dire, moi je crois en Klay, ça j'ai pas trop de soucis. Par contre, je pense que défensivement au début, il aura un peu plus de mal, au moins les premières semaines, voire les premiers mois. Et il y aura un peu le problème de jongler entre, ouais, il faut quand même qu'on lui donne 25 à 30 minutes pour qu'il se remette dedans, mais en même temps, peut-être que ça va nous pénaliser par moment parce qu'il n'aura pas le rythme d'un Jordan Poole ou tu vois d'autres joueurs, d'un autoporteur, des joueurs dont le temps de jeu va forcément baisser un petit peu, ou même Damian Lee. Euh, donc je m'attends à ce qu'il y ait un moment où les Warriors, je ne les vois pas calés, c'est pas ça, juste, je ne les vois pas faire une saison à 65 victoires. Clairement, je pense qu'il y a un... Est-ce qu'ils peuvent finir premier à l'Ouest? Peut-être. J'arrive pas encore à imaginer. Je pense que l'avantage qu'il y a aujourd'hui à jouer à l'Ouest, c'est qu'il n'y a pas d'épouvantail en fait. Les Clippers sont pas Kawhi Leonard, les Mavericks, il leur manque clairement un joueur. Les Nuggets, ils jouent sans Jamal Murray. Les Lakers, ils sont à la rue. Ça va prendre du temps, les Lakers. Clairement, il n'y a pas une équipe. Les Suns, je pense, sont un peu moins forts que l'an dernier. Il y a peut-être le Jazz. Je vois bien le Jazz finir premier. Mais voilà, il n'y a pas une équipe qui surdomine les autres et du coup, ça peut passer. Mais je demande encore quand même à voir comment ça va donner avec les Thompson, avec même Wiseman dont on parlait, toutes les rotations, le rythme de chacun. Après, oui, ils me font penser aux Warriors de 2015 un petit peu. Sachant que c'est vrai que le luxe pour une équipe comme les Warriors, c'est que finalement la saison régulière est importante sans être vraiment importante. Le principal, c'est de ne pas avoir à passer par le play-in tournament. Mais après, c'est une équipe qui a de toute façon suffisamment de talent et d'expérience pour pouvoir affronter n'importe quelle série de playoffs Ouais. sans trop avoir besoin de l'avantage du terrain pour se rassurer, je pense. Oh, puis ils vont l'avoir en plus. Là, le top 4 a Ouais. priori, il est quand même. Très bien, ben, je vous propose de passer à une autre équipe. Alors, pour le coup, un peu plus surprise, du moins pour ma part, je vous avoue en toute honnêteté que je n'avais pas vu venir le coup. C'est les Cleveland Cavaliers, cinquième à l'Est.
avec un bilan de 7 victoires pour 4 défaites et un jeu vraiment sympa à voir jouer. Des jeunes qui jouent vraiment sans scrupules, sans avoir peur de la grande scène. Quel est votre sentiment tous les deux sur cette équipe? Est-ce que vous les attendiez comme une équipe potentiellement surprise de la conférence Est? Est-ce que vous aviez vu venir le coup d'Evan Mobley, qui est quand même une des belles révélations aussi de ce début de saison? On va commencer peut-être avec toi, Shai. Comment tu avais vu tout ça? Alors, il y avait des choses que j'avais bien aimées chez les Cavs de la saison dernière. Notamment Garland, que je trouvais déjà en grosse progression et je trouve qu'on n'avait pas assez parlé pour le titre de MIP, parce que ses stats elles avaient décollé, son adresse a décollé, et dans le jeu je le trouvais plus intéressant que quand il a démarré, malgré la présence de Sexton à côté qui vampirise quand même pas mal le ballon, qui shoot beaucoup. Et alors même si je les attendais peut-être, oui, effectivement un peu mieux, je ne pensais pas qu'il démarrerait aussi fort et que surtout les jeunes dont tu parlais, Evan Mobley, pour l'avoir vu un petit peu avec USC, on voyait qu'il était extrêmement talentueux. Tous les analystes de draft, le consensus, c'était de le mettre dans le top 3. Certains voulaient peut-être même le prendre en 1 parce que sur du basket moderne, un joueur comme ça, c'est voilà. Mais le voir aussi fort, aussi à l'aise, aussi calme, il a l'air d'être complètement. C'est un poisson dans l'eau. Là, il claque 25 points sans forcer tout en défendant extrêmement bien. Il est extrêmement mature et prêt en défense. C'est peut-être ce à quoi je m'attendais le moins, même si on savait que c'était ses qualités aussi. Et puis l'équipe, elle est sympa à regarder en fait. On a toujours un a priori négatif sur Cleveland, hors période LeBron évidemment. On a toujours cet a priori, bon, l'équipe ne va pas être folle. Là, on nous annonce du tall ball avec Markkanen, Mobley, Jarrett Allen. Jarrett Allen qui est un joueur très intéressant au passage, hein, même avant et même à Brooklyn. Super défenseur qui a peur de pas grand-chose. Et là, c'est une machine à double-double. Ouais, c'est une équipe sympa à regarder. On aime bien voir les équipes où il y a un noyau dur qui se forme, dont on a l'impression que peut-être ils vont être cool à suivre pendant 2-3 ans et qu'on assiste à la naissance d'un petit truc sympa. Je ne sais pas jusqu'où ils vont aller. On va parler après des perspectives pour la saison. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ils lâchent jamais dans les matchs. Quand ils sont menés, ça se bagarre. Rubio en sortie de banc, c'est un régal. Je pensais pas, j'étais même pas sûr qu'il le garde, moi, quand il a été tradé là-bas, il est c'était en plein JO, hein, si je ne dis pas de bêtises. Euh, tout va bien pour l'instant, c'est sympa à regarder. C'est un peu pourvu que ça dure, même si on sait qu'il y aura sans doute des obstacles en chemin. Moi, je les voyais tenter de jouer le play-in, Ouais. tenter de jouer le play-in, mais au final, ouais, je suis vraiment surpris. Je pense, enfin, je me doute bien qu'ils n'allaient pas être au niveau des Pistons, tu vois, ou ouais, voilà, des Pistons qui est peut-être la pire équipe à l'Est. Mais par contre, 7-4, ouais, je ne voyais pas un départ aussi bien, surtout que même des matchs qu'ils perdent, ils font bonne impression. Evan Mobley, je ne connaissais pas du tout. Moi, je ne vais pas vous mentir, hein, je ne connaissais pas. Donc, je découvre et franchement, le gars est fort. Euh, on en parlait un peu ce matin sur J-Chat, mais je trouve qu'il y a un côté Chris Bosh sur certains aspects, pas une comparaison pure, mais sur certains aspects, il est vraiment intéressant. Garland, j'aime beaucoup. Et au final, ouais, l'équipe, franchement, je pense que même pour les fans, pour toute la franchise, c'est un vent de fraîcheur parce que là, ils ont des raisons d'être optimistes. En fait, quoi qu'il arrive, ils n'ont rien à perdre. Personne ne les attend. Au final, même s'ils finissent 10e ou 11e, personne ne leur reprochera quoi que ce soit du moment que ça joue. Et il y a vraiment des jeunes où tu te dis, Garland, ça peut jouer avec Mobley, c'est complémentaire. Mobley et Allen, au final, ils forment une bonne raquette grâce au profil de Mobley. Tu te dis, ouais, ils peuvent jouer ensemble pendant des années. Tu as vraiment un groupe. Sexton est un peu un joueur à part et je pense que dans l'idée, et c'est pour ça qu'ils lui ont pas filé une prolongation, mais bon, quelque part, enfin, c'est triste, mais le problème est, enfin, c'est même pas un problème, mais il est blessé, donc il va pas jouer probablement pendant plusieurs mois. Donc bon, et Rubio Garland, je pense que ça peut très bien jouer ensemble. Donc bon, après, ça manque de profondeur comme beaucoup d'équipes jeunes, mais c'est intéressant. C'est intéressant pour maintenant et c'est intéressant, bah, évidemment, pour l'avenir. Alors, c'est intéressant que tu parles de Sexton parce qu'avant sa blessure, il faisait quand même un début de saison extrêmement poussif. Il était plus qu'à 16 points de moyenne avec un pourcentage à 3 points qui avait chuté à 24%. Assez compliqué. Un joueur qui faisait quand même plus de balles perdues que de passes décisives sur ce début de saison. Et cette blessure, au bout du compte, je me demande si elle est. Enfin,
je suis peut-être un petit peu dur avec le joueur, mais je me demande si c'est pas ce qui pouvait arriver de pire aux Cavaliers, parce que finalement, est-ce que, vu le bon début de saison de Cleveland et le fait qu'ils étaient quand même assez frileux à l'idée de lui proposer un très gros contrat, il n'y avait pas un trade intéressant pour eux en cours de saison à essayer de tenter autour de Sexton? C'est la question que je me pose un petit peu. Alors peut-être que c'est un peu dur pour ce joueur qui est encore jeune, mais quand je vois finalement le potentiel changer, quoi. Mais tu as raison, parce que le truc, c'est la raison pour laquelle ça n'a pas matché aussi au niveau des discussions, au-delà du fait qu'effectivement, ils se sont peut-être demandé si le profil convenait, c'est que ça a été relayé dans la presse, les demandes du joueur ou de ses représentants étaient complètement déraisonnables, en fait. C'est-à-dire qu'ils demandaient un montant et une durée de contrat à la Jamal Murray, D'Aaron Fox et tout ça, alors qu'il n'a pas fait le quart de ce qu'ils ont fait dans leurs franchises respectives. Il a du talent, hein, clairement, on l'a vu l'année dernière, il a fait des matchs où il prenait feu. Potentiellement un très gros scoreur. Mais oui, je suis d'accord avec toi, ça aurait été une bonne pièce pour un trade en cours de saison, clairement. Moi, je pense que les Cavs ont bien fait de ne pas le prolonger. Mais en fait, après, quelque part, je comprends sa démarche à lui aussi. C'est-à-dire que c'est un jeune joueur qui tourne à 24 points par match. Tu vois, il demande le max sorti de son contrat rookie. Tu vois, généralement, quand tu es un jeune fin de contrat rookie où tu es à 24 points, tu demandes le max. Après, effectivement, je trouve aussi que ce n'est pas raisonnable parce que c'est le marquer 24 points à Cleveland ou à Détroit ou à Oklahoma City, c'est pas forcément un gage de future star. Et par contre, ce qui est dur là pour un transfert, je pense aussi que ça aurait été bien, mais c'est toujours très difficile de trouver une bonne valeur sur le marché pour un joueur comme ça, en fait. Tu vas forcément l'évaluer plus haut que ce qu'on va te proposer. Et du coup, le risque d'y perdre au change est élevé. Et du coup, il y aurait eu des rumeurs, mais je ne sais pas s'il l'aurait vraiment fait, le trade. Tu vois, je ne serais pas s'il serait allé jusqu'au bout, les Cavs. Du coup, là, avec la blessure, quelque part, ils vont pouvoir jouer avec un 5 plus équilibré. Enfin, et encore, ils mettent Mark Cannon au poste 3, donc c'est quelque chose, mais a priori plus équilibré. Et puis voilà, à la fin, à l'intersaison, s'il n'a pas joué du tout, peut-être qu'ils pourront le prolonger pour moins cher. Donc, bon, enfin bon, c'est particulier. Mais je pense au moins que ça va leur. Enfin, c'est triste à dire, mais ça va leur apporter un équilibre de jouer avec Garland et Rubio, puis Mobley et Allen ensemble dans le 5 majeur. Mais c'est vrai que Rubio, là, il fait un super début de saison. On avait été, nous, en interne, assez surpris de voir que Ricky se retrouvait dans cette équipe de Cleveland qu'on voyait quand même un petit peu tristoun, surtout au vu de ses Jeux Olympiques où il avait fait des Jeux Olympiques incroyables, notamment offensivement, à un niveau qu'on ne lui connaissait pas forcément. Donc, avec sa science du jeu, sa défense qui a peut-être baissé un petit peu par rapport à ses grandes années, mais qui est quand même toujours correcte. Je rejoins ce que tu dis, Antoine. Moi, je trouve qu'il est parfaitement complémentaire des autres joueurs de cette équipe. Et pour redire un petit mot de Mobley, parce que tu en parlais tout à l'heure, Shai, moi, ce que je trouve impressionnant, effectivement, pour un joueur qu'on attendait sur sa défense, mais pas forcément pour ses qualités offensives, du moins pas tout de suite, c'est l'espèce de maturité qu'il dégage dans le jeu. Avec pas uniquement dans sa capacité à mettre des points, mais aussi dans sa capacité à lire le jeu, à trouver des bonnes relations avec Allen à l'intérieur sur des relations poste haut, poste bas, des choses bah voilà, qui demandent du travail, qui demandent de la maturité, surtout à un niveau NBA où les choses vont plus vite. Et j'entendais un expert américain se poser la question ce matin de savoir si ce n'était pas déjà le meilleur joueur des Cavs dès à présent, quelque part. Et sur ce début de saison, alors c'est encore court, mais c'est dur comment dire, de trouver des contre-arguments forts pour nier ça. En tout cas je ne sais pas si à l'heure actuelle c'est le meilleur joueur des Cavs, mais en tout cas, ça doit les rassurer sur le choix qu'ils ont fait pour la construction du projet autour de lui, parce qu'il a l'air extrêmement fiable. C'est pas un grand parleur, il est il a l'air très sobre. Puis oui, c'est-à-dire que dans le jeu en 2021, il est capable d'être très bon près du cercle, on l'a vu, hein, et il commence à réussir à s'écarter. Le match contre les Knicks, là, dès qu'il avait une position externe, il prenait, ça rentrait, il développe tout ce qui est autour, et visiblement, une de ses qualités, et c'est ce qu'on disait déjà de lui avant, c'est c'est une éponge, il absorbe tout et il apprend très très vite. Donc s'il n'a pas de pépin, ça peut être effectivement le joueur autour duquel Cleveland se reconstruit et redevient une équipe crédible. C'est peut-être le joueur qui leur fait le plus de bien
Je sais pas si c'est leur meilleur joueur, mais c'est peut-être le alors, joueur qui leur fait le plus de effectivement, bien sur le terrain. mais à côté de ça, j'aime vraiment de plus en plus Garland, que je trouve lui aussi qui a beaucoup pris en maturité. C'était un peu compliqué. Quand ils l'avaient drafté, on s'était dit, mais qu'est-ce qu'ils foutent? Ils ont déjà Sexton. Alors, c'était cool, ils avaient un backcourt qui s'appelait Sexland, ça faisait marrer tout le monde. Mais entre un qui bouffait beaucoup le ballon, lui qui avait une grosse blessure qu'on n'avait pas vu à la fac, c'était un peu compliqué. Et là, lui, je le trouve extrêmement mûr aussi, le jeu sur pick and roll excellent. Ces stats-là, au niveau de l'adresse, j'avais regardé ce matin, mais il est à 47 et 44 à 3 points, 47% au global, 44 à 3 points. Il joue juste là, tout le monde sur le dernier match contre les Knicks, justement. Tous les mecs autour ont dit c'est lui qui nous maintient dans le match, dans la manière dont il a géré, il a géré les actions, etc. Quoi. Donc, là, sur Garland et Mobley ensemble, plus Allen et Markkanen, ils n'ont pas 25 ans en plus. Donc, c'est hyper intéressant comme noyau dur. Ouais, Markkanen, ça sera effectivement intéressant de voir comment il va pouvoir revenir dans cette équipe. Parce que ce qui est là où on l'attend, je pense qu'on l'attend quand même pour ses qualités de tir là, extérieur, notamment pour écarter le jeu autour, notamment des deux autres, de Mobley et d'Allen. Là, sur ce début de saison, il ne mettait pas dedans de loin, mais s'il se met à mettre dedans de loin et qui permet d'étirer un petit peu plus le jeu, je pense que ça risque d'ouvrir encore plus d'espace pour Mobley ou d'autres joueurs de l'équipe et pour le jeu que développe Cleveland pour l'instant. J'ai du mal à y croire en Markkanen en 3. Le joueur, je dis pas, mais Markkanen au poste 3, même si, même s'il progresse au tir, Tu Après, veux je dire pense aligné avec Mobley et ouais, ouais, Allen? ouais. Et du coup, vu qu'il y a Kevin Love qui est intéressant aussi en sortie de banc, il peut même pas vraiment jouer poste 4 remplaçant. Donc, Je parlais pas forcément, là quand je disais ça, je parlais pas forcément de lui en tant que poste 3 ouais. à temps plein, notamment défensivement, mais plus Ouais. sur sa capacité à étirer le jeu par son tir, quoi. Oui, clairement. Après, ils ont d'autres joueurs dans l'effectif. Y en a qui peuvent servir de monnaie d'échange. Il y a toujours Kevin Love, hein, même si là, il n'est pas là. Il a encore un contrat et de quoi l'échanger. Tu parlais du poste 3. À la base, ils ont. Il peut jouer 2 et 3, mais Isaac Okoro, qui n'a pas fait une mauvaise saison l'année dernière, qui joue pas beaucoup cette année. Je ne sais plus s'il est blessé ou s'il est un peu. Il revient là. Il revient. C'est un joueur intéressant, défensivement notamment. Ils ont de quoi faire, en fait. Ils ont vraiment de quoi faire et de quoi ajuster avec des trades après, peut-être. Une fois qu'ils auront vraiment décidé quels étaient les joueurs sur lesquels ils comptaient vraiment. Ouais, alors je suis d'accord sur le côté, pas sûr que ça tienne toute la saison, en tout cas pas à ce rythme-là, mais très intéressant. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que sur la saison, on sait très bien qu'avec une équipe jeune comme ça, il n'y a pas de garantie. Par contre, sur l'avenir, manifestement, avec Mobley, ils ont tiré vraiment la bonne bise, qui n'a pas toujours été la force des Cavs, hein, parce ils ont gagné plus d'une fois le droit d'aller drafter dans les premiers pics ou très haut. Et finalement, LeBron mis à part et Kyrie, si on veut, ils n'ont pas toujours mis dans le mille. Donc là, pour le coup, avec ce troisième pic, ça, un troisième, je ne me trompe pas, un troisième pic de la draft, ils ont vraiment vu juste. Donc ça va être intéressant à suivre. Je vous propose de passer à une troisième équipe. Alors pour le coup, surprise, c'est plutôt la confirmation de ce qu'on pouvait imaginer, mais surprise au vu de ce que cette équipe produisait par le passé. C'est Chicago. Troisième à l'Est, un bilan 7-3. Et finalement, c'est vrai que sur le papier, il y avait du talent. On pouvait se poser des questions sur la complémentarité Lavine-DeRozan. Et pour l'instant, ça a l'air de marcher très bien. En tout cas, les deux, là, sont tous les deux dans le top 6 des meilleurs scoreurs NBA. 26,9 points pour DeRozan, 26,2 points pour Lavine. Des stats quasiment équivalentes à la passe et au rebond. Et une entente qui a l'air de plutôt bien se faire. L'entente, c'est peut-être ce qui m'a le plus marqué. Apparemment, ils s'entendent vraiment bien et du coup, je pense que ça aide à chacun faire les petits sacrifices qu'il faut, à accepter que ce soit l'autre qui brille par moment. Enfin, notamment pour Lavine, je parle parce que DeRozan, je l'imagine moins tatillon sur ses stats. Mais du coup, ouais, leur entente globale, même des Bulls, la manière dont le groupe, l'alchimie qui se dégage, l'atmosphère, c'est peut-être ce qui m'intéresse le plus là sur ce que j'ai vu le début de saison. Parce qu'ils gagnent des matchs, mais je crois que les 4 premiers ou les 3, 4 premiers, c'est vraiment genre 2 fois les Pistons, une fois les Pélicans. Tu vois, donc c'est des matchs que tu es censé gagner, quoi. Mais l'entente globale est vraiment intéressante. Puis ils avaient quand même enchaîné avec une belle victoire contre Utah, qui était déjà un premier vrai test Oui, ça c'est vrai. intéressant, quoi. Ça c'est vrai, oui.
Je suis un peu plus. Enfin, je sais pas que je suis sceptique parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu as dit. C'est intéressant, ça joue plutôt bien, ils s'entendent bien. C'est plus que je suis dans un état d'esprit où je me dis, en fait, c'est normal, vu la qualité de l'effectif qu'ils ont monté. À l'Est, tu as quand même. Alors, ils ont Lonzo Ball, c'est quand même. Voilà, il n'est pas parfait, mais c'est quand même un bon joueur et qui est d'ailleurs un peu en sous-régime par rapport à ce qu'il a pu faire sur la fin avec les Pelicans. Il y a quand même Vucevic, c'est un All-Star qui faisait des énormes stats à Orlando et qui est, je trouve pas encore hyper épanoui à Chicago dans le jeu en tout cas. Et puis DeRozan, Lavine, voilà, c'est du top scorer, c'est des membres de Team USA fréquents. L'effectif ça me paraît presque être le minimum syndical à terme en tout cas là, mais c'est bien qu'ils aient bien démarré. Il n'y a pas de stress. Du coup, ils ont pas l'air en difficulté. L'alchimie est correcte. C'est juste que voilà, je m'enflamme pas encore pour eux à ce stade-là. Ouais, vas-y, Non, Antoine. juste, ouais, c'est pour ça que j'ai vraiment parlé de l'entente et Mm. j'aurais dû préciser en dehors du terrain parce que, Mm. en fait, sur le terrain, je trouve pas que ça, qu'il y a une vraie synergie entre les quatre, par exemple. Je Mm. pense que Vucevic, il a beaucoup de mal à trouver sa place. Lonzo, du coup, lui aussi, quelque part, même si, bah voilà, il sait qu'en jouant avec DeRozan et Lavine, c'est beaucoup de temps sans le ballon, même il est je le trouve très important aux Bulls, mais offensivement, il ne peut pas tout à fait trouver sa place non plus. Du coup, je ne trouve pas que les quatre soient particulièrement complémentaires, même avec leur succès actuel. Et je pense que ça va poser problème au bout d'un moment. Mais au moins, ils s'entendent bien. Tu vois, c'est ça que je veux dire. Et le fait qu'ils s'entendent bien, je pense que ça aide. Ça aide à éviter la catastrophe, quoi. Et du coup, il y a moyen après de construire là-dessus sur cette entente où chacun essaye de faire en sorte que l'autre fonctionne autour. Et juste au passage, DeRozan, incroyable. Ouais. Il Le est fait clair. par son début de saison. Ouais, après, ouais, parce qu'on avait dans l'idée qu'il voulait rejoindre une franchise de LA et qu'il voulait enfin gagner un titre, ce qui n'est pas du tout garanti avec Chicago à court terme. Euh, mais là, ouais, effectivement, il a l'air bien, dans de bonnes dispositions. Il est content d'être un peu j'allais dire le papa, il a 32 ans, hein, mais l'aîné du groupe. Euh, on n'a pas parlé du fait que Patrick Williams se soit blessé et que c'est quand même un coup dur Gros coup dur, ouais. à long terme pour la saison parce qu'il n'a pas fait de vague pendant sa saison rookie, mais joueur déjà très, très près et bon défensivement qui leur apporte une vraie caution défensive. Je ne sais pas à long terme ce que ça va donner, mais ouais, voilà. Moi, je n'étais pas pour le dire qu'il m'avait déçu ou quoi. Hein. C'est juste que je m'attends, avec cet effectif-là, le minimum syndical pour moi, c'est quasiment un top 5, top 6 à l'Est. Quoi. Si c'est en dessous et que tout le monde n'est pas épanoui dans l'équipe, je considère presque que c'est une déception. Ce n'est pas le cas encore. Hein, mais... Ouais, tu parlais du lien, Antoine, tout à l'heure. Moi, j'ai l'impression, enfin, c'est le ressenti que j'ai, mais je trouve que c'est ce qu'apporte quand même Lonzo dans ce collectif. En fait, Ah, bah oui. alors, bon, c'est un joueur qui a ses défauts, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment un joueur de collectif. Et le Ouais. fait que tout le monde sache à quel point comment dire, il cherche à donner la balle, à faire briller ses coéquipiers, je trouve que ça participe pas mal au fait que tout le monde bouge, qu'il y ait pas mal de mouvements finalement dans le jeu offensif, plus que dans certaines équipes de Billy Donovan par le passé, du moins en NBA. Et je me demande si c'est pas peut-être lui le curseur, comment dire, le facteur X quelque part, ou du moins le baromètre, c'est le terme que je cherchais, pour les objectifs de Chicago cette année. Parce que si son adresse à 3 points continue de progresser et vraiment devient quelque chose sur lequel les Bulls pourront compter match après match, je pense que cette équipe, tout à coup, elle peut peut-être franchir un petit cap. Parce qu'à la base, moi, je la voyais je voyais le début de saison et je trouve que cette équipe, malgré tout, a comment dire, le profil d'une belle équipe de saison régulière, mais qui ne fait pas grand-chose, qui ne va pas très loin en playoff. Mais si Lonzo passe vraiment un cap sur ces choses-là, je serais prêt à revoir mon avis sur le potentiel et sur le plafond de cette équipe. Pour Lonzo, il y a un truc aussi, il faut espérer qu'il puisse faire une saison sans le moindre pépin physique, parce qu'au final, si tu regardes, je n'ai pas les stats sous les yeux, mais la plupart des saisons, il fait entre 40 et 55 matchs. Quoi. Il est souvent blessé. Ce n'est pas des trucs gravissimes qui mettent fin à ses saisons en général, mais s'il arrive à faire une saison pleine physiquement, ça peut aussi faire la différence, comme tu disais. Mais moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je pense que Lonzo, c'est leur baromètre. Déjà, je suis d'accord sur le fait que Lonzo, c'est un joueur de collectif, c'est un winner. C'est un mec qui, à terme, quand il se sera vraiment développé, quand Lonzo il sera dans son prime, je l'imagine très bien être le 4e ou 5e meilleur joueur d'une équipe qui va gagner un titre NBA. Tu vois, je vois Lamelo être, je crois que je
me demande s'il n'est pas déjà dit dans un podcast, mais Lamelo, ça va devenir une star, mais son équipe, elle ne gagnera pas. Enfin, elle ne gagnera pas. Dans le sens où il ne va pas te mener jusqu'au titre. Je ne vois pas Lamelo comme un franchise player qui va un jour mener son équipe au titre. Par contre, ça sera une star en NBA. Lonzo, je pense que ce ne sera pas une star. Mais par contre, clairement, il y a un moment où, si tu veux être champion, Lonzo, il sera convoité chaque fois qu'il sera free agent, en fait. Parce que c'est vraiment le meneur qui ne va pas avoir besoin de croquer la balle, qui va défendre fort, qui va faire circuler la balle, qui va alimenter tout le monde. Euh, je suis d'accord avec toi que c'est le baromètre. Et je pense que justement, il a encore un peu de... Si tu veux, il n'a pas besoin complètement de trouver sa place parce que, comme tu dis, il va faire circuler et ça va servir pour tout le monde. Mais je pense qu'ils ont besoin qu'il passe, lui, encore un cap balle en main. Il faut qu'il puisse être plus dangereux que juste faire tourner la balle. Et là, il n'a pas trop l'occasion de le faire, si tu veux. Et du coup, bah, ok, il faut qu'il mette... Ou alors, il faut qu'il mette vraiment plus de 3 points pour que cette équipe passe un cap. Mais pour la suite, pour les Bulls, je suis un peu comme toi, je les vois plus faire une belle saison régulière qu'autre chose. Et même sur la saison régulière, j'ai l'impression qu'en termes de niveau et de possibilités, ils sont quand même plus proches des Knicks. Peut-être qu'ils sont plus forts, c'est pas ça que c'est pas ça que je veux dire, mais je pense que l'écart est moins grand entre Bulls, Knicks, Raptors qu'entre les Bulls et les Bucks ou les Nets, tu vois, par exemple. Je pense qu'il y a vraiment un fossé entre ce genre d'équipe et les Bulls aujourd'hui, même avec le bon début de saison. Ouais. Ce qui est paradoxal, alors c'est vrai que c'est paradoxal parce qu'aujourd'hui, ils sont bien mieux classés que les Bucks ou d'autres équipes qui, à terme, mais je partage ton avis, hein, je pense, seront bien plus fortes au bout du compte. Ce qui est intéressant, là, c'est que là, Chicago va avoir un gros road trip maintenant avec des équipes vraiment costauds. Et je pense qu'à la fin du mois de novembre, on saura vraiment peut-être mieux de quoi est faite cette équipe. Parce que, comme tu le disais tout à l'heure, le début de saison, c'était quand même, il y a pas mal d'équipes assez voilà, pas très forte à affronter. Peut-être qu'à la fin du mois de novembre, on en saura un peu plus sur la fibre de cette équipe et sur son potentiel. Et par contre, ils ont fait une superbe pioche en signant Caruso, hein. Encore une erreur de la part des Lakers, hein. Mais Caruso, voilà, super remplaçant. Et ça leur donne, avec le rookie Ayo Dosunmu, ça leur donne la profondeur, un peu de profondeur d'effectif dont ils ont besoin. Sachant que je crois que Kobe White ne joue pas, à mon avis. Je n'ai pas de souvenir. Ouais, il ne joue pas encore. Il y a Bradley, le pivot, qui n'est pas non plus dégueulasse. Jones Junior aussi. Non, franchement, ça reste une équipe plus que correcte. Et ben, puisque tu parlais des erreurs des Lakers, je vous propose de changer de côte et d'aller retourner sur la conférence Ouest pour parler de Los Angeles, des Lakers. Effectivement, donc, bon, une intersaison qui a fait beaucoup de buzz pour plein de raisons différentes, des noms clinquants, mais d'un autre côté, quand même pas mal de soucis, pas de soucis, mais d'inquiétudes sur la complémentarité des joueurs assemblés, sur leur âge, sur leur capacité à jouer les matchs sans trop se blesser et à pouvoir être souvent ensemble. Donc le bilan, c'est 8e pour l'instant à l'Ouest, un bilan 6 victoires, 5 défaites. LeBron sur le banc, sur le côté, pardon, à l'infirmerie pour quelques matchs. Très compliqué ce début de saison des Lakers, sachant qu'à Los Angeles, la pression est toujours encore plus forte qu'ailleurs. Même chose, même question toute simple. Quel est votre sentiment sur cette équipe des Lakers? Est-ce qu'il faut tirer la sonnette d'alarme? Est-ce que vous les voyez reprendre quand même un peu de sérénité au fil des matchs? Comment vous voyez ça? Antoine, vas-y, Shai, pardon. Non, mais j'allais juste te dire que le souci, c'est qu'ils se sont renforcés, l'effectif est clinquant et on s'est dit que du coup, ça allait moins être dépendant d'Anthony Davis, que je pense que vous êtes peut-être d'accord avec moi, mais ça reste sur le joueur. Si lui est en forme et qu'il joue 75 matchs et les playoffs en forme, c'est un contender indiscutable et il n'y a aucun souci. Mais ça n'arrive jamais, ça, 75 ça matchs jamais. Anthony Davis. Voilà. Si, l'année du titre. L'année du titre dans la bulle, voilà. Mais là, ils sont déjà en train de tirer sur la corde avec lui, il est fatigué, il a déjà des douleurs. Et les joueurs qui sont censés prendre le relais, et c'est pas pour enfoncer Westbrook, mais il était là aussi pour décharger LeBron et Davis de certaines responsabilités pour pouvoir prendre les rênes de l'équipe un soir de temps en temps. Là, c'est très dur. Là, je veux dire, le meilleur joueur des Lakers, c'est Carmelo Anthony. Pour l'instant, c'est génial. Moi, je suis super content de voir Melo qui a l'air d'avoir 25 ans. C'est top. Mais
quand tu as cet effectif-là, c'est dur. Il y a des joueurs, on ne sait pas pourquoi ils sont arrivés. Le temps de jeu avec DeAndre Jordan, c'est compliqué. Il y a en fait, ce qui me perturbe le plus, c'est qu'il y a zéro sérénité alors que c'est un vestiaire de vétérans. Il y a zéro sérénité et même beaucoup de tension. On peut revenir sur l'accrochage Anthony Davis, Dwight Howard. Ça peut être une anecdote dans une saison, ça arrive des tensions. Rarement. Davis Westbrook aussi à un moment. Davis Westbrook. Mais là, sur le match d'hier, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc ils gagnent contre Charlotte. Hein, ils gagnent en prolongation, mais ils ont 10 points d'avance à 3 minutes de la fin. Et il y a 2 lancers pour la Mélo. Et ils pètent un plomb. C'est-à-dire qu'ils réclament, ils veulent challenger la décision. Les arbitres ne les écoutent pas. Et là, ils prennent 3 fautes techniques en 30 secondes. Et ils se font reprendre comme ça. Et il y a Melo qui gueule, Westbrook qui est hors de lui avec un arbitre. Enfin, ils ont zéro sérénité alors que les mecs ont 32, 33, 37 ans et je ne sais pas combien de milliers de matchs en tout. C'est juste ça qui est un peu inquiétant, en fait. Au-delà du fait que ce n'est pas très beau à voir jouer non plus, évidemment. Il y a beaucoup de choses. Déjà, j'aime pas du tout comment est construit cet effectif, dans le sens où il est construit pour qu'Anthony Davis joue au poste 4, alors que c'est pas leur formule du succès. Ils ont gagné avec Anthony Davis en small ball. C'est comme ça qu'ils ont gagné dans la bulle. C'était la défense et tout ce que ça apportait autour d'Anthony Davis en poste 5 qui les a fait gagner. Et là, ils ont construit un effectif. On dirait que, tu vois, chaque année, les équipes, les franchises s'inspirent des champions, mais ils ont voulu faire du Bucks sans la recette des Bucks, sans vraiment comprendre ce qui faisait gagner les Bucks. C'est-à-dire qu'ils ont voulu jouer avec des grands, avec plein de grands, mais ça ne marche pas. DeAndre Jordan, tous ces gars-là, c'est cuit de chez cuit. Et du coup, tout l'effectif est construit pour jouer tall ball. Et en fait, au bout de 3 matchs, ils se rendent compte, ah non, ça ne va pas marcher, merde. Bon, bah, on va devoir remettre Anthony Davis au poste 5, super. Mais tout autour, il n'y a plus du tout les ingrédients qu'il faut pour jouer avec du small ball. Parce qu'on a plus, les shooters qu'on a fait venir, c'est, bon, à part Wayne Ellington et Melo, Melo, c'est encore autre chose, c'est très beau, mais à part, enfin, Melo d'ailleurs les sauve. Sans Melo, là, je ne veux pas imaginer quel est leur début de saison. Mais autour, les Malik Monk, enfin, ils ont même pas beaucoup de shooters au final. Ils ont du mal à en trouver. Du coup, ils fabriquent sur le fil. Et c'est moche. C'est moche. Il y a encore beaucoup de boulot. Alors après, ils ont du talent. Donc tu te dis que bon, à n'importe quel moment, ça peut un peu décoller. Et puis tu as LeBron James voilà, qui cache les lacunes, comme il l'a fait toute sa carrière. Tu as un joueur comme LeBron. Voilà, tu sais que dans tous les cas, tu es compétitif. Mais il y a vraiment des problèmes de fond. Et Westbrook, c'est terrible. Il est en train de devenir. C'est un joueur que j'ai beaucoup défendu pendant longtemps, mais il devient une caricature de lui-même, en fait. Et ça, c'est dur. Ce qui est compliqué, c'est. Alors, en fait, ce qui est compliqué, c'est de voir au bout d'un mois, finalement, toutes les questions, toutes les inquiétudes qu'on pouvait se faire se révèlent vraies sur le terrain, en fait. Parce Oui, que déjà. si on. Le pari Westbrook, bon, forcément, avec un joueur aussi clivant, il n'y avait pas de consensus autour de ce choix, mais il pouvait s'expliquer à condition de jouer d'une certaine manière. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est de voir que finalement, c'est le Westbrook classique qu'on retrouve sur le terrain, comme s'il n'y avait pas de plan de jeu particulier pour le faire évoluer de manière à ce qu'il puisse vraiment être complémentaire de ce qui se passe par ailleurs sur le terrain. Si un seul joueur doit avoir la balle en main, aussi fort que soit Russell Westbrook, mieux vaut que ça soit LeBron. Donc, si ce n'est pas lui qui a la balle en main, il faut qu'il fasse des choses quand il n'a pas la balle, que ce soit les porter les écrans, couper ce pourquoi il a le corps pour ça, pour jouer loin du ballon, couper vers le cercle. En gros, ce qu'avait fait avec énormément d'intelligence à l'époque Dwayne Wade au moment de la 2e saison de 8, où il a accepté de laisser le ballon dans les mains de LeBron et de se réinventer avec des moments où c'est lui qui allait être le créateur principal et d'autres moments où il allait couper dans le dos de la défense, aller au rebond offensif, etc. Et si les Lakers veulent s'en sortir, il faut que Westbrook joue comme ça. Donc, c'est dur de savoir si c'est le coaching staff qui n'a pas cette volonté-là ou si c'est lui qui freine des cas de fer. Mais pour l'instant, en tout cas, ça ne fonctionne pas. Mais j'ai l'impression qu'eux-mêmes ne savent pas sur quel pied danser parce que d'un côté, lui, sur le premier match de la saison, on voit qu'il y a une volonté de laisser la balle à LeBron, mais ça ne marche pas parce que, comme tu as dit, il n'a pas les coupes à la Dwayne Wade, tout ça, qu'il a fait des fois avec Washington, d'ailleurs avec Bradley Beal, là, il ne le fait pas. Oui, Bon, ça prend du temps. Je Ouais, comprends ça aussi prend que ça du temps. prenne du temps de se Oui, réinventer.
Oui, clairement. Donc, du coup, bon, il essaie de jouer en spot-up. C'est impossible. Personne ne respecte son tir. Et il n'a pas de tir. Il n'a plus de tir du tout. Déjà qu'il n'en a jamais vraiment eu, mais là, il n'en a plus du tout. Ça marche absolument pas. Du coup, dans la presse, LeBron et Anthony Davis disent, ouais, non, mais nous, on a recruté Westbrook pour qu'il joue comme Westbrook. Du coup, t'imagines même lui dans sa tête, ça doit être vraiment un chantier, ça doit être incompréhensible. Comment ça, je dois faire ce que je fais moi-même? Et du coup, il essaye de jouer à sa manière. Ça marche pas non plus parce que ça peut pas marcher dans une équipe comme Los Angeles. Et moi, j'ai une petite théorie que j'aimerais vous partager sur Westbrook, c'est si tu es la 15e équipe de la ligue, tu es la 15e équipe de ta conférence, tu es le Thunder aujourd'hui. Tu as Russell Westbrook, il va transformer cette équipe en une équipe qui peut jouer le play-in. La 15e équipe, il en fait potentiellement une équipe top 10. Tu vois, pas playoff, mais top 10. C'est-à-dire que tu peux le faire jouer avec Heinrich Williams, des mecs comme ça. Il va prendre tous les ballons, il va faire ses stats, ça va être explosif, ça va être spectaculaire et il va faire gagner des matchs. Si tu le mets dans une équipe qui est 10e, tu pars cette fois-ci, tu prends la 10e équipe, tu mets Westbrook dedans, il va en faire un candidat au playoff. Il va lui faire suffisamment passer le petit cap nécessaire pour vraiment être dans les playoffs. Aujourd'hui, il serait aux Wolves à la place de D'Angelo Russell. Je pense que les Wolves, ils joueraient les playoffs, tu vois. Parce que, pareil, il va apporter cette niaque, cette énergie, il a quand même du talent. Mais dans une équipe qui est top 1, ou même top 5, si on prend l'étape top 5 comme les Rockets quand on était aux Rockets, tu vas être déçu parce que tu vas croire que tu peux passer le cap, mais en fait, non. Westbrook, il ne te fait pas passer le cap et tu sors au premier tour. Et si maintenant tu la mets dans une équipe top 1, tu es vraiment exposé au problème où c'est pas possible dans une équipe qui pour gagner le titre, il y a tellement de facteurs, tu peux pas avoir un joueur comme lui. C'est en tout cas plus à ce stade de sa carrière. Au Thunder, je pensais différemment, mais aujourd'hui, c'est plus possible. Il y a des fins de match, c'est terrible, c'est horrible. Hier, pourquoi ils se font remonter? Ils étaient excellents avec Rondo sur le terrain. Rondo se fait expulser bêtement, lui aussi. Et c'est quand même un vétéran. Il se fait expulser bêtement sur une faute flagrante. Et du coup, tu te retrouves avec plus personne pour gérer le jeu. Même Westbrook lui-même n'osait pas trop. C'est-à-dire que même lui, qui pourtant des fois a pas de limite, lui-même se mettait des freins. Ils savaient pas comment gérer une possession. Et les Hornets jouent même pas bien. Les Hornets sont nuls. Les Hornets sont nuls et ils arrivent à accrocher la prolongation. Avec Lamelo qui fait n'importe quoi. C'était du n'importe quoi, mais comme les deux équipes faisaient n'importe quoi, il a réussi à avoir prolongation et c'est juste Anthony Davis qui à un moment a dit bon maintenant je vais tu te rends compte c'est lui qui est obligé de gérer le jeu quoi. Et pour te dire à quel point c'est le désert. Tout ce dont tu parles, c'est ce qui pose question, c'est de savoir qu'est-ce qui a été fait en interne depuis le premier jour d'entraînement des Lakers, la reprise, en termes de projet de jeu collectif avec l'effectif qui est en place. Alors, c'est vrai que finalement, une absence qui change un peu la donne, c'est celle de THT, parce que ça devait être peut-être ce joueur 3 polyvalent qui allait pouvoir mettre de loin, créer du jeu, etc., s'il poursuivait sur sa progression. Il faudra voir dans quel état, enfin, quel sera son niveau à son retour de blessure. Donc peut-être que ça a aussi un peu perturbé les choses. Mais effectivement, ce qui est fou, c'est de se dire qu'on a l'impression que cette équipe, alors la saison est jeune, mais en même temps, vu, comme vous le soulignez tous les deux, l'expérience de tous les joueurs en place, on aurait pu être en attente d'avoir une équipe qui serait déjà plus au fait enfin, qui sache déjà mieux quelle est son identité, comment jouer, comment tirer le meilleur. Mais ce que tu disais tout à l'heure, les Lakers, quand LeBron et Anthony Davis sont en pleine possession de leurs moyens et que Anthony Davis joue poste 5, c'est une équipe qui est de toute façon quasiment inarrêtable, ou du moins qui est parmi les meilleurs de la ligue. Et ils savent très bien qu'il n'y a pas d'autre choix. S'ils veulent avoir les ambitions qui sont les leurs et essayer d'aller chercher un titre, ça ne pourra pas se faire autrement que comme ça. Ouais, mais après, pour ce qui est de la perspective sur cette saison, euh, je pense qu'il s'inquiéter, c'est un grand mot parce que qu'est-ce que ça veut dire au final? Et bien sûr, je pense qu'ils vont faire les playoffs. Avec leur talent, ils pourraient même aller en finale sur des circonstances, mais parce que l'Ouest, comme on l'a dit tout à l'heure, n'a pas non plus une grosse armada. Mais voilà, c'est pas rassurant du tout. Et même si on a tendance à dire oui, il y a le temps, il y a le temps, il n'y en a pas tant que ça. Une saison régulière, ça passe très vite et il faut plus que quelques mois pour créer des automatismes. Donc, moi, j'arrive pas à voir cette équipe être en mesure de vraiment jouer le titre, enfin, Ouais. vraiment gagner le titre cette année. Et moi, je suis inquiet du fait que LeBron soit déjà blessé, même si c'est mineur, hein, et qu'il lui ait déjà fait un match de repos aussi. Quand Anthony Davis tire la langue, il dit lui-même qu'il est, je ne sais plus à quel endroit il a un pépin, mais
Et on a 10 matchs et ils sont déjà un peu sur les rotules. C'est ça qui est inquiétant, en fait. Je- je- D'autant que Après, ils vont avoir la pression toute l'année parce qu'en étant les Lakers, ça veut dire que voilà, une pression médiatique constante pendant tout le reste de la saison régulière, c'est pas simple à jouer. mais je m'attendais à un autre truc, moi. C'est-à-dire que donc Westbrook, là, on a beaucoup parlé de Westbrook. Il y a un truc dont parlait Antoine qui fait que là où il est indiscutable, c'est sur le moteur, l'agressivité, l'énergie qu'il apporte à une équipe, même en dehors du terrain, tout ça. On voit que c'est le mec focus qui blague pas avec. C'est un mec old school, quoi. Et là, je le trouve. Après, c'est derrière un écran, donc ça veut rien dire. Je le connais pas personnellement, mais je le trouve un peu à la cool, un peu détendu. Ah, ça y est, je suis rentré en Californie. Ça fait 10 ans que tout le monde me dit tu vas rejouer en Californie. Je sais pas, je le trouve un peu dilettante en fait. C'est bizarre. Ça paraît complètement fou en parlant de Westbrook, mais je ne le trouve pas aussi agressif, énergique. Et c'est peut-être parce qu'il est déboussolé, comme vous disiez tout à l'heure. Hein. Peut-être qu'il ne sait pas lui-même quelle doit être sa posture dans la manière de jouer, tout ça. Et moi, je m'attendais à ce que dans les moments compliqués, s'il n'y a pas LeBron ou si Davis est un peu moins chaud, bah, Westbrook passe en mode Westbrook et il casse tout et ça règle le problème sur un match ou deux ponctuellement. Mais là, ça, on ne l'a même pas, quoi. Il se fait manger par tous les meneurs qu'ils affrontent. Ouais. Je te jure, si tu Non, mais c'est vrai. regardes tous les meneurs qu'ils affrontent, il se fait manger. Il se fait manger. Ja Morant, Lamelo Ball, même les plus jeunes, tu vois, Hmm. qui ne sont pas encore à son niveau de confirmation, ils le mangent en fait. Ils viennent et ils le mangent. Il y a pas un meneur, enfin, parmi les meneurs titulaires, il y en a quand même un paquet dans la ligue qui vont manger Russell Westbrook cette saison. C'est chaud sa place dans la hiérarchie, hein. Je sais qu'il a encore beaucoup de fans, mais putain, il y a beaucoup de meneurs. On parlait de Rubio tout à l'heure. Tu arrives honnêtement à te dire qu'aujourd'hui, les Lakers, ils seraient moins forts avec Rubio à la place de Westbrook. Et pourtant, Rubio, il est remplaçant au Cavs, quoi. Mais je me dis, putain, ce serait lui leur meneur, ça jouerait différemment, hein. Ouais, ça va pas être simple pour les Lakers. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ils attendent qu'une chose, c'est que LeBron revienne sur le terrain et que finalement, c'est leur meilleure chance, c'est de se dire que LeBron trouvera le moyen de donner du liant et du sens à cet effectif. C'est pas impossible. On a appris à jamais parier contre lui, mais c'est vrai que Oui. la blessure, même si elle n'est pas si grave que ça aux abdominaux, c'est des blessures qui peuvent être embêtantes si ça se remet pas bien. On lui souhaite pas. On espère que voilà que LeBron sera sur le terrain le maximum cette année, comme la plupart des joueurs. Mais sans tirer la sonnette d'alarme, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la saison va pas être simple, alors qu'on se disait à ce stade de sa carrière, LeBron, faudrait qu'il puisse simplifier les choses au bout du compte, qu'il puisse se reposer sur d'autres joueurs qui, eux, auront apporté le gros du fardeau et que lui se simplifie un peu la vie. C'est pas parti pour cette saison, en tout cas. Non, mais ça aurait dû être le cas parce qu'on n'en a pas parlé, mais Antoine en a parlé dans un article qu'il a écrit ce matin. Il n'y a que 10 matchs, mais on peut déjà se dire que le recrutement est discutable parce qu'il y avait clairement l'opportunité de prendre un mec comme Kyle Lowry, dont on a parlé Antoine ce matin sur le site. Là, tu mets Kyle Lowry, enfin un mec qui, voilà, autre que Westbrook, c'est très ciblé contre Westbrook, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais et il va peut-être complètement changer et inverser la tendance parce que c'est un mec avec de l'ego et tout ça. Mais c'est sûr qu'on pourrait se dire qu'ils ont pas si bien géré l'intersaison que ça, malgré le clinquant des CV des mecs qui sont arrivés. Généralement, Westbrook, il se réveille entre janvier et mars. Mais oui, mais tu vois, tu parlais de Talen Horton, de THT, là. Juste pour revenir, un dernier truc sur lui. euh, il a presque intérêt à revenir fort. Il faut savoir qu'il est représenté par Clutch Sport, évidemment, parce qu'ils n'ont pas voulu le sacrifier pour Kyle Lowry. Donc, ils n'ont pas eu Kyle Lowry parce qu'ils ne voulaient pas lâcher Horton Tucker. S'ils avaient fait ce deal pour avoir Lowry, ils avaient encore les atouts et la place pour faire le deal pour avoir Buddy Hield. Donc, ils avaient techniquement un 5 où tu peux avoir Lowry, Buddy Hield, LeBron, Anthony Davis. Et là, tu es clairement armé pour jouer loin, longtemps, avec tout plein de styles de jeu différents, avec des mecs qui peuvent jouer sans la balle, qui peuvent mettre à 3 points, qui peuvent défendre. Donc, Talen Horton Tucker, ils ont aussi préféré le garder lui plutôt qu'Alex Caruso. S'ils n'ont pas donné l'argent à Caruso, c'est justement pour pouvoir ensuite conserver Tucker. Donc là, ça fait quand même beaucoup pour un jeune joueur qui a par contre, c'est vrai, du talent et du potentiel. Mais il a intérêt à revenir fort, quoi. Il est blessé et enfin, on sait, comme tu disais, comment ça marche à Los Angeles, comment ça marche avec les Lakers et les équipes de LeBron. Tu es constamment scruté, il y a constamment des articles, tu es constamment interrogé dans le vestiaire sur ce genre de choses. Ça,
Ça fait beaucoup de pression. Ouais, grosse pression. Voilà pour les 4 équipes qu'on avait ciblées. Pour se faire un petit plaisir et faire jeter un coup d'œil du côté des joueurs, on avait aussi choisi de parler d'une déception et d'une belle surprise sur ce début de saison. Pour la déception, voilà, c'est obligé de penser à lui. Damien Lillard, c'est incroyable, qui fait en ce moment qui a tout simplement les pires stats offensives de toute sa carrière, saison rookie comprise. Il a 18 points à 35% de réussite au tir. Un petit peu l'état de forme qu'on lui avait vu aux Jeux Olympiques au bout du compte, où il n'avait pas du tout réussi à se mettre dans le rythme à aucun moment. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est simplement une petite baisse de régime? Quel est votre sentiment sur le cas de Damien Lillard? Mais je pense il faut aussi prendre le contexte de Portland et de la situation autour de Lillard en compte. Enfin, j'arrive pas à imaginer que ça joue pas, en fait. C'est-à-dire que donc, il a plus le même coach pour la première fois depuis 7 ou 8 ans. Il y a eu son mécontentement qui a été très médiatisé, où on s'est demandé s'il n'allait pas officiellement demander un trade, ce qu'il n'a pas fait, mais on suppose quand même il en a discuté avec les dirigeants. Il y a un nouveau coach qu'à la base, il n'avait pas spécialement validé, parce qu'au début, on a dit oui, c'est le choix de Lillard, mais lui, il a dit non, c'est pas spécialement mon choix. On m'a dit entre lui et lui, j'ai dit lui, ça va, en gros. Mais je pense pas que c'est vraiment celui qui voulait. C'est un coach, même si c'est un ancien grand joueur, c'est un coach débutant. En interne, il y a des affaires à Portland, on ne va pas le rappeler, hein, mais la direction est clairement sur la sellette. Olshi ne va peut-être pas rester très longtemps parce que la nouvelle proprio, la fille de Paul Allen, veut faire le ménage, clairement. La fatigue aussi, les JO, comme tu disais, même si ces JO ont été poussifs, mais il n'a pas eu tant de temps de repos que ça. Là où je ne suis pas inquiet, donc déjà parce qu'on parle de Lillard et que je ne l'imagine pas galérer plus longtemps que ça, c'est aussi que dans le jeu, il arrive à compenser, il fait beaucoup de passes décisives cette année. Je n'ai pas le comparatif avec ses années précédentes, mais il y a plein de matchs où même s'il shoot à 0 sur 7 à 3 points, il arrive à lâcher 10-11 passes. Si McCollum est bien à côté, que les autres bossent bien, ça va. Je n'arrive pas à me dire, c'est un tellement bon leader et un type tellement sérieux avec une vraie éthique de travail. Je pense que c'est une mauvaise passe qui arrive. On n'a pas l'habitude avec lui parce que c'est un mec hyper fiable. Mais je pense qu'il faut prendre le contexte en compte et que si le contexte ne s'arrange pas autour de la franchise et de son avenir, il aura plus de mal à revenir. Mais ça reste Lillard et là, pour le coup, je ne m'inquiète pas pour lui. Moi, je suis d'accord avec ça et je pense qu'il y a de la fatigue déjà. Je pense qu'il y a pas mal de fatigue chez Lillard. Il y a tout un contexte qui était difficile dont tu as parlé. Par contre, c'est vrai que dans le jeu, il n'est pas nécessairement mauvais en fait. Contrairement à d'autres joueurs, je pense qu'il ne perd pas beaucoup de ballons. En tout cas, visuellement, c'est l'impression que ça me donne. Je n'ai pas la stat, mais je suis quasiment persuadé qu'il ne perd pas beaucoup de ballons cette saison. Juste que ça ne rentre pas. Juste au final, c'est ça, ça ne rentre pas. Mais il y a un moment, il y a un mois où il va tourner à 30 points par match. Et à partir de là, la confiance va revenir. Et voilà, et ça redeviendra à peu près normal. On n'aura pas du Lillard en mode saison MVP cette année, je ne pense pas. Mais voilà, il y a un moment où ça va revenir. Et si ça entraîne Portland, et normalement ça devrait entraîner Portland avec, il y a quand même quelques points positifs à Portland cette saison, même si tout n'est pas beau, même s'ils font un début assez poussif, il y a quand même quelques points de satisfaction. Je pense qu'au moment où ça va rentrer, ça devrait ensuite revenir à la normale. Bon, très bien. En tout cas, on a hâte de retrouver le grand Damien Lillard sur les terrains, parce que c'est quand même un des joueurs les plus excitants de la Ligue année après année. Et pour enchaîner sur plutôt, et là pour le coup, une bonne surprise, ou du moins un bon début de saison, quelques mots sur Ja Morant. Donc cette année, 26 points de moyenne, plus de 5 passes, plus de 5 rebonds, plus de 7 passes décisives. Et au-delà des stats, l'impression, du moins, je trouve qu'il donne l'impression d'avoir franchi un cap en termes de statut, en termes d'assurance. Pour un joueur qui avait déjà une grosse confiance en lui, c'est flippant pour le reste de la ligue. Comment vous voyez ce début d'exercice de Ja? Moi, je suis d'accord. En fait, honnêtement, les stats me marquent pas. Par contre, l'attitude, je me souviens du match contre les Lakers qui perdent, je crois. Je crois qu'ils le perdent, mais c'était lui le meilleur joueur sur le terrain. C'était lui le patron, en fait. Et pourtant, les Browns jouaient. Je crois qu'ils finissent par perdre parce qu'ils ratent le lancer décisif, je crois. Ouais, C'est le ouais. match où il met 40 points et il rate le lancer. Mais pour la prolongue ou quelque chose comme ça. Mais dans l'attitude, tu sentais que la star sur le terrain, c'est moi. Donc, c'est moi qui vais prendre le match en main. C'est moi le patron.
Et en fait, qu'il soit déjà à même de faire ça, je trouve ça énorme en fait. Parce que d'habitude, les jeunes meneurs, ils mettent des points, tu vois, ils peuvent avoir le même genre de stats ou un peu inférieur aux siennes, mais ils n'auront pas cette attitude, cette confiance, ce leadership. Il a du leadership. Et en fait, tu te dis presque que si Jaren Jackson Jr. il se mettait à faire des vrais matchs, bah, les Grizzlies, en fait, ils auraient une super équipe, alors que pourtant, il y a encore beaucoup de marge, tu vois, autant au niveau de la progression que du talent. Il pourrait avoir plus de talent que ça autour. Mais il est tellement. Il a vraiment une aura. Et je suis d'accord avec toi, il a passé un cap encore sur ça. Déjà l'an dernier, il donnait l'impression d'être capable de le faire, mais en fait, il le fait déjà et c'est que sa troisième saison NBA. Franchement, épatant. Il va être All-Star cette année, je pense. Ouais. Et en fait, oui, ce qui est impressionnant, c'est qu'il y a un mix. Il a à la fois un jeu très spectaculaire et qui parfois peut paraître un peu fou. Parce que moi, pas le problème que j'avais avec lui, mais quand il arrive en NBA, je m'étais dit, il va faire peut-être des énormes stats, mais ça va être un croqueur parce que en fait, il jouait à Murray State où c'était le seul gros joueur et il était obligé de tout faire, donc c'était l'impression que ça laissait. Mais en fait, c'est un alpha dog extrêmement altruiste dans son rapport avec les autres et dans la manière de faire le basket. Mm. Il est alors, il a pu, enfin, choquer, c'est pas le terme, mais il a dit qu'il se voyait dans les 5 meilleurs meneurs de la ligue, etc. Il l'a pas fait de façon arrogante, mais il l'a fait de façon à l'ancienne, comme les alpha dogs à l'ancienne. Voilà, je mise sur moi et sur personne d'autre. Et à la fois, il a ce côté très altruiste et très spectaculaire qui fait qu'il est beau à voir jouer, qu'il pourrait avoir une équipe encore moins forte que ça autour. Tu te dis, bah, ça peut passer parce que le mec est tellement inspirant qu'il emmène tout le monde avec lui. Voilà, cette année, c'est un All-Star, c'est indiscutable. Et si même Memphis peut très bien faire top 5-6 sans problème, porté par un mec comme ça avec une telle confiance. Je partage tout ce que vous venez de dire et bah, c'est vrai que son rayonnement est vraiment impressionnant. Quelque part, finalement, dans son assurance et dans ce changement de statut, ça me fait un petit peu penser, alors c'est pas du tout les mêmes joueurs, mais à Derrick Rose l'année où il avait dit que son objectif c'était d'être MVP. Tout le monde était un peu choqué de se dire mais comment ça, un joueur aussi jeune qui dit qu'il veut être MVP, au final il avait fini MVP avec alors, des jeux différents, des personnalités différentes, mais avec le recul, c'est vrai que ce qui avait pu passer pour de l'arrogance du côté de Derrick Rose, on n'était pas, parce que maintenant on le connaît un peu mieux, on connaît le personnage, c'est pas un personnage arrogant. Et il y a un petit peu, je retrouve un petit peu ce côté-là, cette grande confiance en lui. Et en tout cas, je pense que ce qu'on voit de lui, c'est le joueur qu'il est, et c'est pas un feu de paille de début de saison. Il faudra vraiment compter avec lui, je pense, tout au long de l'année et puis les années à venir. Euh, pour finir, voilà, on voulait inaugurer une rubrique, voilà, qu'on a tout simplement baptisé le coup de cœur. Donc à tour de rôle, voilà, on aura chacun un coup de cœur. Ça peut être basket bien entendu, mais ça pourrait être à l'occasion aussi des choses hors basket, culturelles ou des choses de l'actualité au sens large. Et pour inaugurer cette rubrique aujourd'hui, bah, c'est Antoine qui avait un coup de cœur pour cette semaine. Est-ce que tu peux nous présenter donc ton coup de cœur de la semaine, Antoine? Alors pour le coup, c'est du basket, mais pas du basket NBA. C'est européen et c'est surtout français. C'est les deux clubs français en Euroleague, donc l'Asvel et Monaco, qui font un début de saison canon. Enfin, surtout l'Asvel, mais Monaco aussi a déjà décroché des belles victoires et a un bilan équilibré en Euroleague, ce qui est quand même fort pour ses débuts en Euroleague. Et honnêtement, ça fait très plaisir et surtout, c'est inspirant en fait. Ça donne envie de suivre l'Euroleague, de suivre l'Asvel, de suivre Monaco. Ça fait plaisir de voir des clubs français ambitieux, pas juste déjà d'y être. C'est, c'était pas forcément gagné au moment où il y a eu l'Euroleague en ligue fermée, mais en plus d'y être et d'y briller. Alors pas Monaco, mais pour le coup l'Asvel avec beaucoup de joueurs français. Monaco un peu moins, hein. C'est plus une équipe internationale Monaco, mais à l'Asvel il y a quand même pas mal de joueurs français et leur meilleur joueur, bah, Elie Okobo qui est absolument fantastique et qui, si ça continue, se poserait très 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 sérieusement en candidat pour le MVP. C'est peut-être même le MVP de ce début de saison en Euroleague. Et franchement, ouais, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Ça donne envie d'aller, tu vois, j'ai même regardé quand est-ce que l'Asbel venait jouer à Pau. Tu vois, enfin, des petits détails comme ça, même si là, c'est pas de l'Euroleague. Mais ouais, ça. Mais tu as raison parce que moi, par exemple, ça m'a indirectement
parce qu'on a parlé des soucis de diffuseurs pour le basket français. Et voilà, il n'y a pas de diffuseur, c'était compliqué ces dernières semaines. Ça m'a donné envie de voir ces équipes-là en action en championnat, alors que je m'étais un peu détaché de l'élite française. Et j'ai regardé Asvel Paris Basket, c'était génial en fait. Au niveau de l'intensité, tu as le double champion en titre contre un promu, et ben ça joue fort. Il y a des jeunes talents français des deux côtés. Globalement, j'ai l'impression que le rayonnement des deux équipes dont tu as parlé et les projets qu'elles portent, c'est deux projets très différents, mais j'ai l'impression que ça peut être une locomotive qui recentre un peu l'intérêt qui s'est malheureusement perdu pour notre championnat et pour le basket de club en France. Ouais, et puis c'est vrai qu'on ne va pas bouder notre plaisir. Là, deux clubs classés parmi les 8 meilleures équipes d'Euroleague, parce que l'Asvel est donc sixième avec un bilan de 6 victoires, 2 défaites. Monaco est huitième avec 4 victoires, 4 défaites. Ça fait, c'est le genre de choses dont on rêvait, avec des beaux effectifs qui jouent bien au basket. Et comme vous l'avez souligné tous les deux, qui laissent la part belle à des talents français ou des jeunes prospects qui vont montrer des choses. Ça fait vraiment plaisir à voir. Je trouve que bah oui, ça rejaillit aussi sur le championnat français qui a peut-être jamais, comment dire, été aussi intéressant et eu aussi peu d'exposition au bout du compte. Donc coup de cœur partagé. On espère que ces deux équipes vont aller loin, qu'elles pourront aller le plus loin possible et que tout ça aura comment dire, un rayonnement global sur le basket français. Mais en tout cas, oui, ça fait plaisir à voir, c'est clair. Yes. Et ben voilà, pour conclure donc ce premier épisode de cette nouvelle saison du podcast de Rivers Basket Session. Nous, on vous donne rendez-vous comme d'habitude tous les jours sur Basket Session pour suivre l'actualité du basket. Et puis notre nouveau numéro du MOOC Rivers qui est sur le point de sortir. Si vous voulez profiter des frais de port gratuits, le précommander, il est encore temps. Ne tardez pas, allez sur Basket Session. Et nous, dans tous les cas, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Ciao. Ciao.